Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau cycle cette nouvelle séance de l'œil pense. Et meilleurs vœux à tous de la part de Grecia Cáceres, responsable à l'IEVSA, et moi-même. En route donc pour une nouvelle année où nous allons faire vivre encore le vers d'Octavio Paz sur lequel nous avons basé tout notre cycle depuis les débuts. La pensée voit, le regard touche, l'œil pense. Comme vous le savez maintenant, le principe de l'œil pense est de mettre au centre l'actualité des arts, les arts de l'image, en faisant se rencontrer les acteurs de la scène artistique d'Amérique latine, qu'ils soient à Paris ou de passage. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est graver le territoire, créer la communauté, l'art de l'exil à Pilsen, Chicago. Et à l'occasion du 1er et demi anniversaire de l'exposition éponyme qui eut lieu à l'Institut culturel du Mexique en 2024. Prétexte pour échanger autour du rôle de l'art dans la construction d'une communauté plurielle et d'explorer davantage l'univers fascinant de la gravure latino-américaine aux États-Unis. Ce soir, c'est aussi l'occasion unique de présenter pour la première fois au public le catalogue de l'exposition. Nous sommes très heureux donc d'accueillir ce soir un artiste qui vient spécialement de Chicago, Arturo Barrera, qui faisait partie de l'exposition bien sûr. L'invité spécial. Participant de cette exposition donc mentionnée, graveur, peintre et professeur d'art à Pilsen, ce quartier iconique de Chicago, comme on va vous le raconter, creusait de nombreuses migrations depuis la fin du 19e siècle et au 20e siècle surtout foyer de migration mexicaine. Il enseigne les arts plastiques depuis plus de 34 ans. Il est titulaire d'une licence en arts plastiques de la School of the Art Institute of Chicago, d'une maîtrise en arts plastiques et de beaucoup de différents diplômes. Et il enseigne actuellement, en effet, pleinement à l'Institut d'art de Chicago. Il a déclaré « Je crois que le multiculturalisme est un élément précieux que les élèves doivent adopter. Je communique aux élèves la nécessité d'être conscients des avantages et des points forts des nombreuses cultures qui font partie de la société actuelle. » Aussi, nous remercions Aline Aymon, qui est là, une anthropologue de l'image, professeure d'anthropologie à l'Université Paris-Nanterre, CNRS, l'ESC et REA. Américaniste donc, spécialiste des Amériques du Centre et du Nord, société Nahua et interethnique du Mexique, autrice de nombreuses études et recherches et publications. Fabienne de Pierrebourg, ancienne responsable des collections Amérique du musée du Quai Branly Jacques Chirac, spécialiste de la culture maya, entre autres. Alors, Fabienne de Pierrebourg et Aline Aymon furent les commissaires associés de l'exposition Mexica, des dons et des dieux au Templo Mayor au musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2024. Christine Muller, ici aussi, artiste, cofondatrice de l'Association pour l'estampe et l'art populaire et de l'atelier au Lila pour la typographie et l'estampe. Elle a réalisé une étonnante série de 66 lapins cosmiques, dont vous avez un exemplaire ici, évoquant le cycle de la vie et de la mort. Œuvre inspirée du calendrier rituel aztèque de 20 jours du Codex Borgia. Un des jours est dédié au lapin. Au Mexique, il symbolise l'imagination et l'euphorie et la fertilité. J'en profite pour dire qu'en effet, ici, vous avez des œuvres de Arturo Barrera et de Christine Muller. Enfin, Ingrid Arriaga, anthropologue et responsable des expositions à l'Institut culturel du Mexique en France, à l'origine de cette réunion de ce soir, à laquelle nous avons souscrit avec enthousiasme. Ingrid animera et mènera la discussion, et Arturo s'exprimera en anglais, mais il sera traduit. Et je vous souhaite une très bonne séance, et je vous remercie d'être venus ce soir. Bonsoir tout le monde, et on est content d'être là avec vous. Merci beaucoup pour être là. Déjà, pour nous, nous 5 ici, on est ravis de nous réunir et vous partager un projet qui est un peu en sorte de modeste exploit après plusieurs mois de travail et après une année et demie. D'avoir les premiers résultats de ces exploits, c'était l'exposition à l'Institut culturel du Mexique en 2024. On a pu exposer 32 artistes différents. Et les deuxièmes productions de matériel de cet exploit, ce serait vraiment le catalogue que vous avez ici en face, qui inclut la totalité des œuvres qui étaient exposées à cette exposition, ainsi que des textes historiques, académiques, de la part d'Aline, aussi de René Arceo et bien sûr de Fabienne de Pierrebourg. Alors, parce que... Et moi, oui. Et parce que le catalogue, il fait référence directe à une exposition. Je vais vous parler de l'exposition, mais on aimerait quand même vous montrer le visage de quelqu'un qui était le premier instigateur de cet exploit et cette aventure, qui est René Arceo, l'éditeur. Donc, je vais vous partager un petit vidéo simplement pour qu'il soit là avec nous aussi. Hola a todos y a todas, un gran saludo desde la ciudad de Chicago. Gracias por congregarse y contribuir a la presentación de la publicación de Trazando Territorios. En particular quiero agradecer
a las 3 curadoras que han sido las que han motivado la presentación de la publicación de este catálogo allá y anteriormente la presentación de la exposición bajo el mismo tema con los 59 grabados que fueron parte de la exposición en el Instituto Cultural de México en París. Estoy refiriéndome a las 3 curadoras, Aline Emon, que fue la instigadora de este proyecto, de la idea de llevarlo para allá a París y compartirlo con el público de Francia. Seguidamente de Ingrid Arriaga, quien estuvo a bien recibirnos, gustarle el concepto, la idea de la exposición para poder presentarla allá en el instituto donde labora ella. Y la tercera persona, Fabián de Pierre-Bord, que también se incorporó a este proyecto, contribuyendo con ideas y su visión y su experiencia en la selección de las obras que fueron parte de la exposición y que también ahora forman parte de esta publicación que hoy en día se presenta. Quiero también agradecer a la compañera y amiga Christine Meller, que he conocido por más de 20 años, tanto allá en París como acá en Chicago, cuando logramos presentar su trabajo en Chicago, y hizo una presentación ella de su trabajo y su experiencia con los artistas de Pilsen. Entonces ella tiene una noción, un contacto por acá con la gente de nuestra comunidad. Y Arturo Barrera, uno de los artistas, compañeros de trabajo acá, que nos conocimos también hace muchos años en el Instituto de Arte de Chicago, y que los dos hemos sido educadores del arte y artistas gráficos al mismo tiempo. Gracias por representarnos por allá en este evento. La exposición del Instituto Cultural de México en París, Trazando Territorios, se presenta también mañana en la Universidad de Aurora, una ciudad que está a 1 hora al oeste de la ciudad de Chicago. Ellos han recibido con mucho interés este proyecto y estaremos también igualmente compartiendo esta publicación, este catálogo. Para Arceo Press ha sido un proyecto pues muy relevante, muy importante, porque nunca se había llevado una exposición de que pudiera estar itinerando, ya que ahora se presentó en París y ahora se presenta en Aurora, y esperamos que haya otros posibles lugares. Es una publicación que además tiene contribuciones en cuanto a la historia de esta comunidad en Pilsen, la comunidad mexicana, y las olas de migración que tuvo no solamente en Pilsen, el barrio mexicano, sino que también en Chicago y el estado de Illinois y en general en los Estados Unidos. A mí me tocó contribuir la cuestión de la historia de la gráfica mexicana y los artistas gráficos aquí en Chicago durante los últimos 100 años, entonces ese componente también está ahí para complementar lo que la maestra Aline Emon escribió. La gran ventaja también de la publicación es que es trilingüe, está en español, está en inglés y está en francés, para que los diferentes públicos puedan acceder à son contenido. Voilà, ça c'était René Arceo, qui est directeur de la maison d'édition Arceo Press. Et comme vous voyez, c'est un personnage qui est très touchant, mais surtout très enthousiaste. Et il a vraiment une capacité de réunir beaucoup de monde, des origines et des intérêts très divers. En conséquence de ça, disons que tous ces projets, il était vraiment un projet collectif qui suit un peu cette nature de René, la façon de René de travailler. Je vais vous raconter un peu l'histoire de l'exposition. On a commencé en 2022 quand Aline Emon est arrivée au bureau de l'Institut culturel du Mexique avec un portfolio de plusieurs gravures, et donc elle s'est déployée dans la salle de réunion, et c'était vraiment un éventail super riche des histoires, des récits, des migrations, des luttes collectives assez variées, toutes imprimées finalement aux États-Unis, mais qui parlait d'un sujet qui touchait à l'international. En fait, c'est un sujet finalement qui change de territoire, mais qui a un filigrane qui est partagé par tous ces différents coordonnées. Les premiers défis à dépasser, c'était
Bon, on allait accepter le projet, mais il fallait vraiment intégrer en équipe pour organiser toutes ces gravures. Et déjà, bon, c'est ce qu'on avait vu, c'était qu'un échantillon, donc on avait vraiment une panoplie super vaste des options. Et donc la sélection, on l'a fait entre Fabienne, justement, Aline et moi. Et on a décidé de faire une séparation thématique. On s'est dit que toutes ces gravures, elles parlaient d'un voyage. Et donc, on voulait que toutes les salles, ça devienne un peu un voyage. Donc, je vous raconte tout ça pour que vous commencez à connaître c'est ce qui est derrière les gravures. Donc, la première partie, c'était voyage. Quand même, ce qui est important, ce qui est assez important, on va dire, en termes formels, c'est que toutes les gravures qui faisaient partie de l'exposition, il y avait une grande diversité technique. On avait plus de 5 techniques différentes, dont la linogravure, elle était la plus importante. Donc, vous pouvez, j'avance un peu, comme ça vous voyez. Donc, la première partie, c'était vraiment le voyage qui est poussé par des conditions économiques précaires. On a envie d'échapper un peu à la violence. On avait quand même, depuis la première salle, on a un symbole qui se répète dans toutes les salles, comme une sorte de clin d'œil, qui est le guide des migrants, qui est le papillon monarca, la mariposa monarca, vous le voyez ici en traversant. Mais donc, il apparaît dans plusieurs gravures pour nous montrer, bon, finalement, ces symboles, si vous n'êtes pas familier avec l'idée de le papillon monarca, bon, c'est un papillon qui voyage, qui migre toutes les années vers le nord, et donc, finalement, ces mouvements... L'origine de la monarca, c'est Michoacán, c'est une région assez importante en termes de migration vers les États-Unis depuis des années, et dont il y a une partie importante des populations de Pilsen qui vient de Michoacán. Donc finalement, ces vols année après année pour des conditions meilleures de papillons, c'est un peu un vol avec lequel les migrants s'identifient énormément. Et c'est un papillon qui est orange, donc il y a un certain espoir par rapport au papillon noir qui est plutôt cet insecte qui nous donne des mauvaises nouvelles ou il est en rapport avec la mort, donc le papillon orange peut nous donner des autres émotions. Alors là, je m'arrête un peu, ça c'est la pièce, la gravure d'Arturo qui était dans l'exposition. Après ces passages durs, on a habité la ville, donc une deuxième salle où on a intégré, on a mis les œuvres qui parlaient plutôt des luttes. Donc une fois qu'on arrive dans le nouveau territoire, comment construire, bon déjà, comment connaître ces nouveaux territoires, comment reconstruire et s'associer avec les gens qui habitent là, donc, et aussi la découverte de la grande ville. Donc on cherche des meilleures conditions, mais il y a quand même un fort choc par rapport à la présence de l'industrialisation, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui venaient des régions rurales au Mexique, donc pas forcément des grandes villes. Donc finalement, le choc face à ces grandes villes, il est encore plus intense. Voilà. Je passe rapidement. Et un troisième volet qui est la mémoire, identité et destruction. Alors, on s'est rendu compte que beaucoup de gravures, elles montraient tout ce qui se passe dans la tête, et pendant, durant et après avoir avoir construit déjà toute cette vie. Et donc, on a voulu les mettre ensemble. Il y a quand même un héritage, un imaginaire historique, politique. Ah, j'ai passé trop vite, désolée. Donc, par exemple, il y a cette gravure qui est en cartographie, une cartographie fragmentée, avec des superpositions, des acteurs, des temporalités différentes, mais qui se parlent entre elles, parce qu'ils sont des luttes communes. On a la grande figure, il y a quand même des figures emblématiques qui apparaissent dans les gravures, Zapata ou la Delita. Donc vous pouvez voir quand même, il y a un style, il y a plusieurs styles, il y a les marques de chaque artiste.
une actualisation de ces histoires. Il y a un aller-retour. Il y a quand même la violence qui est présente. Et on a aussi toute une série on a trouvé toute une série de gravures qui parlaient du Nahual. Donc en fait, cette figure qui en sort de... Bon, c'est comme un avatar, on va dire, des individus, mais qui a une forme animale, ou très souvent animale, mais ça peut être une plante aussi. Donc ça nous amène à la possibilité d'être une autre personne. Donc en tant que migrant, finalement, il y a ces métamorphoses entre c'est ce qu'ils s'attendent de nous, c'est ce que je veux devenir, c'est ce que j'étais avant. Donc finalement, le Nahual, il est très présent. Toutes ces gravures, c'est ce qui nous attirait aussi et nous intéressait, c'est qu'elles n'étaient pas isolées. Il y avait un contexte, donc elles sont nées dans son territoire, et ce territoire, les images qu'on voyait dans les papiers, quand on a rencontré Aline, elle va vous parler sur ça, mais elle nous a partagé le fait qu'en fait, toutes les images, elles sont aussi dans les quartiers, dans les territoires, sur les murs. Donc il y a quand même un héritage artistique très fort qui vient du Mexique, qui se déploie sur les territoires. Donc je te passe la parole. Merci beaucoup Ingrid. Et du coup, je profite de prendre le micro pour remercier à mon tour Anne Husson et Grecia Cáceres pour voilà, leur grande écoute et la possibilité de faire cet événement ce soir, qui nous permet effectivement de poser, j'allais dire, peut-être pas un point terminal, on ne sait jamais, mais au moins de terminer un petit peu ce cycle de l'exposition qui a commencé, comme l'a évoqué Ingrid, par une rencontre que j'ai faite, enfin plusieurs rencontres, c'est toujours une histoire de rencontre, puisque comme anthropologue, j'ai longtemps travaillé au Mexique, en particulier au sud-ouest, sur des artistes nahuaphones qui sont très connus pour leur peinture sur papier amate, le papier d'écorce battu. Et j'ai accompagné un de ces artistes qui, entre-temps, avait construit une carrière plus binationale ou même internationale, Nicolás de Jesús, parce qu'il y avait un hommage à son œuvre qui lui était rendu au Musée national d'art mexicain de Chicago, et qui était situé à Pilsen, où j'étais invitée pour donner une conférence sur son œuvre. Et j'avais déjà depuis longtemps vu que c'était un des points très importants de la migration de cette région-là, du Guerrero, mais aussi du Michoacán, ça a été dit, dans ces régions des Grands Lacs, en fait, vers Chicago, alors qu'à l'origine, vous le savez certainement, les migrations du Mexique vers les États-Unis se sont données principalement dès la fin du 19e siècle, vers les zones plutôt agricoles, la Californie, etc. Et seulement ensuite, quand on a eu besoin de main-d'œuvre pour les industries, et en particulier notamment les fabriques automobiles, mais tout type d'industrie, en remontant vers le nord et en allant vers la région de Chicago. Et donc, je savais que Nicolás de Jesús avait vécu longtemps à Chicago. Il racontait beaucoup de ce qui est des aspects de la vie là-bas, de ce qu'il avait pu faire. Et il avait rencontré toute une communauté d'artistes à Pilsen, précisément. Alors, est-ce qu'on pourrait le nommer notre belle ville locale, notre Montparnasse, si on voulait le rapporter à une toute petite échelle qui est celle de Paris? En tout cas, voilà, des communautés d'artistes qui avaient dans des lieux qui étaient d'anciennes fabriques abandonnées, puisqu'à partir des années 90, lui, il est arrivé à la fin des années 80 là-bas, mais on est déjà dans une phase de désindustrialisation. Donc, en fait, on a des grandes surfaces vides et, en général, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On passe à une économie culturelle de l'espace urbain et souvent on va faire de l'immobilier en l'associant avec des lofts d'artistes qui vont attirer une classe moyenne intéressée par ce type d'expression et cherchant peut-être de nouveaux lieux un petit peu moins chers, mais où il y a quand même un art de vivre, une capacité culturelle, etc. Voilà, c'est toutes ces histoires des classes créatives qu'on a eues depuis les années 2000. Et Pilsen en était un peu l'exemple, à tel point qu'il a été
ce quartier a été nommé, alors je ne sais plus, ça fait 2 ans, par Forbes, je crois, comme étant le meilleur quartier où vivre quand on cherche un endroit culturel, tranquille, où élever sa famille. Alors depuis, on a eu la gentrification. Je ne vais pas me lancer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, en fait, j'essaie de vous expliquer que, comme vous le savez, puisque je pense que c'est l'expérience de tout un chacun, on découvre des artistes et les artistes vous font découvrir la ville aussi. C'est un petit peu ça le chemin. Et donc avec Nicolas de Jesus, j'ai découvert la ville d'abord par ses yeux, puisque Chicago, je fais de la publicité un petit peu, j'allais dire, de voyage, c'est quand même une ville qu'on peut parcourir à pied. Ça a encore des dimensions correctes et où on peut prendre un certain nombre de transports en commun. Et vous avez voilà, cette rue principale, disons, de ce quartier qui est la 18e rue, la 18, comme disent, disons, voilà, les habitants latinos, donc la plupart d'origine mexicaine. Et qu'est-ce qu'on découvre là-bas ? Eh bien, on découvre déjà un quartier fortement marqué par une présence extrêmement importante, mexicaine, latino, et ce qu'on appelle là-bas la vida en espagnol. C'est un quartier où on peut vivre la vie en espagnol. C'est la formulation des gens eux-mêmes et des habitants. Et parmi ces aspects-là, ce qui défile sur votre écran, c'est-à-dire déjà les peintures murales, les grands murales, qui ont toute une histoire et qui, au départ, notamment à partir de la fin des années 60, vont servir aux premiers migrants mexicains qui arrivent là-bas, parce que, comme je l'ai dit, ça n'était pas un lieu... disons, très important à ce moment-là d'émigration mexicaine. Ça l'est devenu à partir des années 90. Et une des premières choses à faire, ça a été, pour certains des migrants qui avaient des notions artistiques, ça a été de faire du mouvement... de recréer en quelque sorte non seulement les conditions pour vivre, mais aussi les conditions collectives pour faire communauté. Et les arts visuels, et en particulier le mural et la gravure, ont été fondamentaux. Il y a eu aussi d'autres choses, donc vous les voyez ici. Ici, par exemple, il y a tout ce moment qui défile, c'est celui où on proteste contre la guerre au Vietnam. Donc c'est la fin des années 60, les années 70. C'est tout le mouvement pour la paix. Il me semble que tout cela résonne beaucoup avec notre actualité, d'une certaine manière. Et les artistes se sont investis là-dedans. Les artistes migrants mexicains ou ceux qui étaient déjà sur place l'ont fait. Donc, comme vous le voyez, vous avez eu Mario Castillo, vous avez eu des très grands noms donc que je ne vais pas donner là parce que je vous les laisse découvrir dans le catalogue. Il y a des petites fiches biographiques à chaque fois pour donner il y a des grands noms vraiment de la peinture murale et puis des arts visuels, de la gravure également. Alors, il y avait un autre peut-être, oui, celle-ci de Casa Aztlán, voilà celle-ci. Tiens, on va rester sur celle-ci. Mario Castillo, très important parce que il est un peu, comment dire, compris comme étant un des fondateurs vraiment de l'art mural mexicain à Chicago. Et donc là, vous voyez vraiment un mural qui a disparu depuis, mais qu'il avait réalisé avec ses étudiants. Et qui a permis aussi de commencer à visibiliser la présence latino et en particulier mexicaine à Pilsen et dans Chicago. Voilà. Et alors ici, c'est Casa Aztlán. Donc Casa Aztlán, c'est le premier centre communautaire qui a été fondé donc à la fin des années 60, début années 70. Là, l'année exacte m'échappe, mais qui a été très important parce que c'était un centre communautaire où on accueillait les migrants qui venaient d'arriver, les familles aussi, pour leur donner des leçons d'anglais, pour faire de l'alphabétisation. Il y avait différents services qui étaient offerts aussi pour arranger les problèmes légaux, de papier, etc. Voilà, beaucoup d'activités. Et parmi ces activités, il y avait un atelier de mural communautaire qui a en particulier servi pour la façade. Façade qui a toute une histoire parce qu'elle a été refaite plusieurs fois. Dernièrement, du fait de la gentrification, Casa Aztlán n'existe plus actuellement, mais c'est vraiment une mémoire très très importante pour tous les habitants
je dirais, d'origine mexicaine de Pilsen et puis qui sont allés ensuite habiter ailleurs. Mais ça reste vivace. Ce sont des lieux, des symboles graphiques aussi, des manières de faire qui croisent à la fois l'art mural post-révolutionnaire mexicain et le Community-Based Mural Movement, c'est-à-dire le mouvement américain. Donc c'est vraiment une fusion de ces deux choses-là qui, du point de vue plastique, est tout à fait passionnant, si ces aspects-là vous intéressent. Voilà. Donc que dire d'autre? Alors beaucoup de murales différents. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce quartier. Il y en a eu donc qui ont été faits pour visibiliser vraiment la présence dans la ville et gagner le droit à la ville. Parce que les gens qui sont arrivés pour travailler. Et la plupart ont travaillé et travaillent encore. Ils paient leurs impôts, mais ils n'ont pas nécessairement leur papier migratoire arrangé, enfin en bonne et due forme. Donc ces protestations-là, elles sont fondamentales aussi visuellement. Mais il y a également aussi le visuel est fondamental dans la vie mexicaine et dans la vie mexicaine migrante. On l'a vu juste un petit peu avant, si tu veux juste... Voilà, celle-ci, c'est tout simplement la chanteuse, c'est Lina. Je pense que peut-être vous l'avez reconnue pour ceux qui sont fans de musique. Et donc, c'est une commande qui a été faite par la boucherie qui est juste au coin. Alors, on ne voit pas l'enseigne parce qu'ils se sont dit que, voilà, eux, ils voulaient attirer une clientèle mexicaine du quartier en disant nous avons des bons produits, etc. Et nous sommes aussi fans de la musique mexicano-américaine ou voilà, enfin, qui des deux côtés de la frontière, en fait, continue à nous enchanter, à nous faire danser, à nous faire vibrer. Et finalement, quelque part, il n'y a pas de frontière. La frontière culturelle, où est-elle? Nous sommes là et nous recréons toutes les conditions et formes de notre existence là où nous allons prendre racine de nouveau, en quelque sorte. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres inspirations dans ces murales qui balisent beaucoup. Alors, il y en a des anciens, des nouveaux. C'est une forêt, hein, vraiment. C'est Duarte. Alors celle-ci est très importante. C'est la maison donc de l'artiste visuel. Donc, il est graphiste, il est muraliste, il est graveur. Il fait aussi des installations. Héctor Duarte, qui habite juste quasiment en face du Musée national d'art mexicain. Et donc, si vous voyez bien, en fait, ça représente le Gulliver migrant, hein, cette grande forme qui est en train de chuter. Alors, je ne sais pas si on voit tout, mais en réalité, il est en train de chuter et de tomber sur terre, à terre, parce qu'il est pris dans les piquets et les fils de fer barbelés qui forment une partie du mur de la frontière. Et on voit des petits agents, des petits policiers de la police des frontières et de la Migra, si vous voulez, qui sont là et qui lui enserrent les pieds, etc., dans des cordes et dans des fils de fer barbelés. Donc en fait, c'est une représentation vraiment du migrant qui est arrêté par voilà, la frontière de barbelés. Mais qui va se relever, évidemment. Là, on a le Taller Mexicano de Grabado. Donc ça, c'est une des coopératives, un des cercles où les artistes ont pu se retrouver et qui a été notamment fondé aussi par René Arceo. Mais ça, je pense qu'Arturo pourra redire un mot là-dessus, où il y a eu beaucoup d'actions. Et dans ces années-là, on parle des années 90, etc., la volonté, c'était de dire il faut montrer tout ce que notre culture et tout ce que nous-mêmes, comme migrants, nous apportons d'intéressant pour toute la ville et pour l'ensemble des habitants. Et donc, voilà, on montre qu'on existe, mais on montre surtout qu'on a des capacités et qu'on a beaucoup de créativité et beaucoup de choses, disons, à partager dans la ville. Voilà, donc le Taller Mexicano de Grabado, voilà, ça a été un des socles où sont nées une grande partie des gravures, certaines qu'on a exposées, d'autres pas. Voilà, et où beaucoup d'artistes ont pu aussi s'essayer dans leur nouveau lieu à des productions
conjointe, collective, mais aussi individuelle, mais avec le matériel en commun. Et ça, je pense que Christine, tu pourras nous en parler. C'est-à-dire cet ethos des graveurs, en fait, hein, et des ateliers de gravure qui nous rapportent à une histoire assez fascinante, hein, dont tu nous parleras. Alors, quoi d'autre ? Et du coup, eh bien, je crois qu'il est temps de passer la parole à Arturo Barrera qui va vous parler. Well, buenas noches. Thank you for coming this evening. All the artwork that we were looking at, I've been part of. I was a young boy when I was seeing the murals go up. Definitely, art has saved me. Bon, merci beaucoup pour être là. Et Arturo dit que bon, tout ce qu'on a vu, tout l'art qu'on a vu, ça fait partie de sa vie. Et quand il était petit, il a vu tout ça. So I grew up in Pilsen. And when she was talking about Casa Aslan, I went there as a child. I saw the muralist paint murals, Marcos Raya, Alejandro Romero. Je suis née à Pilsen et donc quand j'étais enfant, j'ai vu tous ces muraux. Et can you say the names? Alejandro Romero, Alejandro Romero, Hector Duarte, Hector Duarte, that we saw, qu'on a vu la maison. Marcos, yes, Marcos Raya. Et de certaine façon, l'art, il a sauvé sa vie. And so I think I am an artist because of them. As a child, I was influenced by what they were doing. Je pense que je suis un artiste parce qu'ils m'ont influencé par rapport à ce qu'eux, ils faisaient. And the incredible thing is I didn't know about the Mexican muralists, but I knew about them. Le plus surprenant, c'est que je ne connaissais pas les muralistes mexicains, mais je connaissais les muralistes de mon quartier. And now I understand what huge shoulders they were standing on, Los Tres Grandes, Cisneros, Rivera, Orozco. Et maintenant, je sais où est-ce qu'ils s'étaient debout. Ils étaient sur les épaules des trois grands, de Siqueiros, Rivera et Orozco, les grands Mexicains. And how this traditions lives on in our work. The commitment to creating art that speaks to and for the community. Et donc, il s'agit d'un art qui parle aux gens et qui crée la communauté. I'm also a teacher at the Art Institute of Chicago, where I had attended school. Je suis aussi professeur à Chicago. And now I am moving on and letting young people know about the muralists of Mexico. And now I'm including the muralists of Chicago, of Pilsen, in my classrooms. Yeah, so j'ai inclus du coup pas simplement tout ce qui est tout muraux du Mexique, mais aussi les muraux de Chicago dans mes cours. And now, as an educator, I have done murals with my students in keeping the tradition alive, and I believe this will also influence them in their life, as the murals that I saw when I was growing up. Et dans mes cours, on produit, on fabrique, on crée ensemble avec les étudiants des murales. Et j'espère que ce travail influence positivement tous les étudiants, comme le mural, ils sont influencés ma vision. As a passionate teacher and artist, working in the Mexican muralist tradition of art for the people, and now I'm also not only doing art for the people, but also creating art with the people, my students. Alors du coup, l'idée derrière, c'est pas simplement faire de l'art pour les gens, pour le peuple, mais le faire avec les gens, pour nous et pour eux. Here's the question: we create not only for us, but for our family and for our friends. We create for people we will never meet or see or talk to. This is why artists do what they do. Alors la grande question, c'est pour qui on crée. On crée pour nos amis, pour notre famille, pour des gens qu'on ne connaît même pas. Donc c'est pour ça justement que les artistes ils créent. Why do we create art? I mean, we all know the answer. It's because if we don't, we will not be true to ourselves. We will not be a complete individual. But you have the answer or you don't have? No, we have to. You have to do it for yourself.
You have to Alors, create du artwork. coup, la réponse, c'est vraiment le faire créer pour soi-même, parce que si on ne les fait pas, donc du coup, il n'y a pas de raison pour les faire. And I tell my students, never doubt the impact you're going to have with your art that they create. Oui, donc c'est toujours surprenant l'effet que l'art il a sur les gens quand on crée. Okay, so here are a couple of my pieces. One was in honor of Carlos Cortez, the one on the left. Alors à gauche, et c'est une gravure qui était faite en honneur à Carlos Cortés, le grand graveur qui a influencé énormément Pilsen. And the next one is called Santa Sebastiana, and it is inspired by Saint Sebastian, but I made it into a woman. Alors à droite, vous savez Santa Sebastiana, qui est une gravure inspirée de la figure de Saint Sébastien, mais il l'a fait comme une femme. Yes. So it is a woman soldier from the Mexican Revolution, and a Mexican soldier is praying to Santa Sebastiana for strength in an upcoming battle. Alors il s'agit d'un soldat qui, du coup, prie à Santa Sebastiana pour avoir du courage pour le combat. And the reason why I did this, not only for the art show, but also my grandfather was a captain in the Mexican Revolution and fought under Pancho Villa. Alors la raison pour laquelle je fais cette pièce, c'est parce qu'il y a une histoire familiale. Comme vous savez, Arturo il est né aux États-Unis, mais la famille, son grand-père, il a lutté dans la Révolution mexicaine. C'est après la Révolution mexicaine que sa mère elle a migré vers le nord. And here is a piece that I helped Rene Arceo with print in a suburb of Chicago, West Chicago. So this is his work, but as a friend of Rene Arceo for the last 40 or more years, we went to the Art Institute together, and we are still companions and friends. Alors ici, vous avez une pièce qui est une pièce à grande échelle, c'est l'auteur, c'est René Arceo, et Arturo, ils disent qu'en tant que son ami et son frère, il continue à l'aider. Donc c'est une pièce qui était justement conçue par René, mais dans laquelle il y a toute la communauté de graveurs qui ont participé. So this is on the street? Yes. So there it is. We printed it, and then we displayed it. And there I am with Renee and Renee's son. And we displayed it for Independence Day last year. Alors, vous pouvez voir ici que là, il y a la pièce finalisée, mais on a quand même le voie où la gravure elle est dessinée. But not for American independence, for the Mexican independence. Yes. Ouais, c'était fait pour l'indépendance mexicaine. And here is another piece which is out in the hallway. This represents, the title is Anti-Immigration, and it talks about how the hand is the Chicano power hand, and there's nails inside the hand and around it, and barbed wire, and the hand is the United States. It has almost like a torch, like the Statue of Liberty, and the little barbed wires are the countries in Central and South America, and the United States says it's the land for opportunity, but it's actually a contradiction because now they don't want anyone in there. But just like my grandfather, they made him leave Mexico because politics, and he had to move to the United States because he fought in the war. It continues to go on. People are always migrating someplace. Alors Arturo nous partage que cette pièce, elle s'appelle Anti-Migration, et c'est une pièce assez actuelle. Pour lui, la main comme ça, les poings levés, c'est vraiment la force des migrants, mais en même temps c'est l'Amérique. Et tous les petites figurines, les barbelés, représentent tous les pays latino-américains, que normalement, il est vrai, ils vont vers les États-Unis, et donc c'est une terre d'opportunités, mais il est fermé, donc il y a comme la lutte. Donc finalement, c'est des formes contradictoires qu'il a mis ensemble. Et aussi, Arturo, il commente que justement, sa grand-mère, elle est partie du Mexique pour des raisons politiques, et maintenant, ils se sont trouvés finalement aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, c'était toujours le Mexique, à ce moment de l'histoire. Et finalement, maintenant, le parcours, c'est à l'envers.
c'est une histoire sans fin. And here is a series of paintings I did about Pilsen. And it is, I took photographs of cantinas and iglesias, churches, in the 1980s, and I revisited them. And I noticed that now Pilsen is changing. They are people who are tienen dinero. They are buying these houses, and the gente is being forced out of Pilsen. C'est une nouvelle série d'Arturo qui, l'origine se trouve dans une série de photos qu'il a prises des églises et des bars dans les années 80. Et il a repris les photos, il s'est rendu compte, ça lui a fait réfléchir sur justement les changements du quartier et la gentrification. Et donc, ça c'est le résultat. So the title of this series is A Pilsen, but spelled differently. Instead of S-E-N, I spell it S-I-N, sin, and experience. Il l'a nommé A Pilsen Experience. So, Pilsen, normalement on l'écrit P-I-L-S-E-N, et il a mis sin comme péché en français, en anglais, pardon. Donc S-I-N. Donc c'est vraiment une sorte d'expérience de péché dans ces espaces. Alors pourquoi c'était important? Okay, and the reason why I did this is now the churches are gone, and the cantinas that used to be in Pilsen are leaving. But also, I did this as like kind of like a place where people go to find solace or spiritual or psychological or mental escape. Either they go to the cantina or they go to the cathedral. Alors, pourquoi ces deux endroits, c'était important pour Arturo, c'est parce que pour lui, même si ces endroits n'existent plus aujourd'hui, les églises et les bars, c'est des endroits qui accueillent des gens qui cherchent plutôt une sorte de révélation, tranquillité, une sorte d'esprit. Des paix et des communions aussi. So they start by sitting and end up kneeling. They seek similar objectives. You know, they get solace, enlightenment, and they support at either location. The difference is one place supplies libations and the other God, spirit, liquors, or the spirits, the Holy Ghost. Alors ça va être très, très difficile de traduire, mais les gens ils commencent par s'asseoir, mais ils finissent aux genoux. Et ils cherchent des objectifs similaires pour retrouver l'esprit, l'illumination et les soutiens dans les deux lieux. La différence, c'est que dans son endroit, on trouve plutôt des bénédictions et dans l'autre, on trouve le Dieu. Et on a du coup de l'esprit et les liqueurs, ou l'esprit, Saint-Esprit. And now I'm doing a new series, and I'm using the cathedrals and the cantinas of Paris. So I don't know if you recognize that church, the Madeleine, and afuera, the painting outside, that is the bar, Harry's New York Bar. Donc il a commencé à intégrer aussi des lieux qui ne sont pas à Pilsen, en Europe, Yes. à l'extérieur, en hommage à Paris. So I believe that it doesn't just happen in Pilsen, it's happening in Paris. Alors il croit justement que c'est pas quelque chose qui arrive qu'à Pilsen, mais ça arrive partout et surtout à Paris. Muchas gracias, thank you so much. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Christine Meller. Je suis née en Angleterre. Mon père était polonais. Il était réfugié de la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère est norvégienne. Donc, moi, je suis un peu un mélange et avec une histoire de déracinement dans la famille quand même. Et mon compagnon, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va venir, s'appelle Raúl Velasco. Et il est mexicain. Et lui, il aurait pu s'installer aux États-Unis, mais finalement, il a décidé de s'installer ici. Et on s'est rencontrés. On est tous les deux artistes. Et donc, je vais vous raconter de manière assez concrète ce que nos luttes, nos batailles de survie, mais les joies aussi des 20 dernières années, même un peu plus, même beaucoup plus en fait. Donc, il a fallu à Raúl 10 ans pour trouver un atelier. C'était très difficile à Paris. Et pourtant, c'était les années 80. C'était beaucoup plus facile que maintenant.
mais il lui a fallu 10 ans. Et donc, il a fini en 1990 à trouver un atelier à Belleville, que vous connaissez certainement, donc quartier nord-est populaire de Paris, qui s'est énormément gentrifié, mais où il y a énormément il y a eu des vagues d'immigration, donc c'est très cosmopolite comme endroit. Et il s'est inséré dans la vie artistique du quartier en participant aux journées portes ouvertes organisées par les ateliers d'artistes de Belleville. Et pendant 5 ans, il a dirigé cette association. En 2000, Raoul et moi avons fait des travaux dans notre atelier pour l'équiper entièrement pour la gravure. Le but était de nous concentrer sur l'estampe, de vendre notre production et de compléter nos revenus en donnant des cours. Donc maintenant, l'image suivante. Donc, la vie culturelle du quartier était foisonnante à l'époque et nous étions optimistes sur la possibilité de trouver aussi bien des acheteurs que des élèves. Pour nous insérer davantage dans la vie du quartier et augmenter notre visibilité, la même année, nous avons créé l'association pour l'estampe et l'art populaire et nous nous sommes lancés dans l'organisation d'expositions tout au long de l'année. Le propos était de faire connaître les techniques de l'estampe et montrer au public que l'art peut être accessible à tous. De 2001 à 2020, nous avons présenté 112 expositions dans nos murs, dont 4 dédiées à nous-mêmes. Les artistes que nous avons exposés étaient majoritairement des Français ou des étrangers résidant en France. Ils avaient en commun le fait d'être des graveurs ou sinon de créer des œuvres dans un esprit d'art populaire accessible à tout le monde, sans pour autant tomber dans une démarche commerciale. Comme Raoul et moi sommes d'origine étrangère, nous avions aussi le désir de croiser les influences culturelles de plusieurs pays en exposant des artistes de l'étranger. Nous avons accueilli de nombreux Mexicains. En 2002, Nicolás de Jesús de Chilpancingo. En 2006, René Arceo de Chicago. En 2007, un collectif d'artistes du Chiapas sous la direction de Nicolás de Jesús. En 2013, Iván Gardea de Cuernavaca. En 2014, Nicolás de Jesús avec Esperanza Gama de Chicago. En 2017, Olmo Aguirre de la ville de Mexico. Et encore d'autres artistes mexicains qui ont participé à notre exposition annuelle sur le jour des morts. À l'époque, j'avais des liens avec le Japon, ce qui nous a donné l'opportunité d'exposer plusieurs artistes japonais, notamment de la ville de Osaka. Hormis le Mexique et le Japon, nous avons également exposé des artistes de Taïwan, d'Allemagne, de Costa Rica et du Québec. Tout ce travail a été fait sans subvention. Les artistes ne payaient qu'une petite cotisation pour couvrir les frais du vernissage, notamment les achats pour le fameux guacamole de Raoul. Nous ne prenions pas de commission sur les ventes. Bref, il s'agissait d'un travail bénévole dans le cadre d'une association à but non lucratif. Ce brassage culturel a été une expérience très riche pour le public et pour les artistes. À chaque exposition, le public était fasciné, faisant des découvertes étonnantes, entrant en contact avec des artistes venus du coin de la rue ou de l'autre bout de la planète, qui proposaient tous leurs œuvres pour pas cher. Pour nous, les artistes, ces expositions étaient une possibilité de vendre, mais aussi d'échanger nos connaissances techniques et nos sources d'inspiration avec des graveurs du monde entier. Certains d'entre nous, à notre tour, avons exposé et animé des ateliers de gravure au Mexique, à Chicago et au Japon. Ainsi, on peut dire que l'Association pour l'estampe et l'art populaire était un modèle de village-monde. L'année 2020 est arrivée avec son lot de malheurs. Raoul a été sauvé du Covid. S'en est suivi une période de repos et de réflexion. C'est alors que les 20 années passées à travailler bénévolement pour la transition culturelle et pour faire connaître l'estampe nous a paru suffisant. Nous avons pris la décision de limiter les activités de l'association en ne maintenant que l'exposition annuelle sur le jour des morts.
Le public est toujours aussi fasciné par cet événement que nous organisons chaque année depuis 2001. Nos voisins de quartier apportent des photos de leurs proches que nous mettons sur l'offrande. On nous ramène des bonnes bouteilles, des gâteaux, des fruits, des plats cuisinés. Souvent, on retrouve dans l'atelier des délices sans savoir qui les a apportés. Les artistes qui créent les calaveras, il y a un exemple de calavera, pour l'exposition, prêtent main forte à l'organisation, les permanences et la vente des gravures. Ils savent désormais cuisiner la soupe aux haricots de Raoul. Ils font le service et ramassent tout à la fin de la soirée. Peut-être sentent-ils que c'est le prix à payer pour que la fête continue. Quelques mots plus spécifiquement sur notre action en faveur de l'estampe. Nous avions formé beaucoup de graveurs dans notre atelier. À la suite de leur apprentissage, ces personnes avaient besoin d'accéder à un atelier équipé afin de poursuivre leur travail de création. À l'époque, en région parisienne, il n'existait pas d'espace collectif dédié à l'estampe. En 2006, pour répondre à ce besoin, nous avons donc créé une deuxième association, l'Atelier au Lilas pour la typographie et l'estampe. L'association a démarré son activité en 2010 dans une usine rachetée par la mairie des Lilas, qui est une petite commune à côté de Paris. Au départ, on travaillait sur des presses stockées temporairement, puis avec la contribution financière des membres, on a pu acheter nos propres presses et améliorer nos installations. L'association compte aujourd'hui 150 membres. Elle rend bien service aux artistes n'ayant pas accès à un équipement professionnel, s'agissant souvent d'artistes ne disposant d'aucun espace de travail personnel. L'atelier permet la mutualisation des moyens de production entre des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales. Accueillir des personnes si différentes dans un seul espace est souvent compliqué. À ce titre, il s'agit d'une expérience sociale intéressante. L'atelier reflétant à une échelle microscopique l'ensemble des problèmes de la société française. Ce que les deux associations ont en commun, hormis leur indépendance financière et leur attachement à un territoire, autrement dit, à des espaces permettant d'installer des machines difficilement transportables. Préserver ces espaces est une lutte permanente, qu'il s'agisse des précieux mètres carrés de notre atelier à Belleville ou des locaux de l'atelier au Lilas pour la typographie et l'estampe, mis temporairement à disposition par la mairie. Pour gagner cette lutte et conserver nos territoires, nous devons survivre économiquement, ce que nous arrivons à faire en partie grâce à l'enseignement et à l'animation culturelle. Mais surtout, nous devons exister en tant qu'artistes créateurs, auteurs d'une réflexion esthétique et politique, l'art et la politique n'étant jamais dissociables. Ainsi, le travail collectif continue. Notre réseau collabore à divers projets de création et d'exposition. Nous partageons notre savoir-faire et nous nous épaulons les uns les autres, aussi bien humainement que artistiquement. En conclusion, ces années d'engagement collectif, si bien elles nous ont demandé beaucoup d'énergie et ont pris beaucoup de notre temps, elles nous ont permis de nous ancrer spatialement et socialement, même si tout cela est fragile. Cette étape accomplie, nous pouvons, Raoul et moi, désormais nous consacrer prioritairement à notre travail personnel de création. Et donc, j'ai mis quelques images. Donc, ça, c'est une œuvre de moi qui s'appelle Les Tours de Babel. Donc, ça parle de la mondialisation capitaliste dans plusieurs aspects. Et c'est un très grand format. Vous voyez exposé dans un musée à Taïwan. C'est l'image qui est au milieu. Voilà. Donc ça, c'est des gravures sur métal. C'est la taille douce. Donc on peut avancer, on peut regarder. Voilà. Ça, c'est les lapins cosmiques. Il y a un exemple là-bas. Donc c'est 66 lapins cosmiques. Et René Arceul m'a invité à les exposer à Chicago. Donc on voit au milieu, ça c'est à Triton College à Chicago,
les 66 lapins ensemble. C'était vraiment formidable de les voir tous ensemble. Et après, à la suite de cette exposition, tous les lapins ont été exposés en Normandie, dans un endroit qui s'appelle l'usine utopique, et c'est immense de les voir tous, parce qu'à Triton College, c'était un peu en rond, là c'était tout plat, et c'était très, très chouette. Et l'image suivante, ça s'appelle « Ne bastonne pas l'araignée ». C'est une très grande gravure sur zinc qui parle des guerres au Moyen-Orient et de la révolte, de la souffrance des peuples qui se font bombarder. Là, ils sont symbolisés par une araignée qui se fait un peu casser la tête et qui surgit des décombres. Ensuite, on passe au travail de Raoul. Ça, c'est une très belle sculpture mobile qui s'appelle La conquête de l'Amérique. Donc, on monte sur cette espèce de bateau. Donc, les conquistadors montent sur le bateau et le soleil tombe et il y a un curé avec la croix sous forme de mort, en fait, de squelette qui se dresse. Et puis, si le conquistador s'en va, le soleil revient. Et d'ailleurs, ça ne marche qu'avec des adultes parce que les enfants sont trop légers, ça ne marche pas. Donc il faut que ce soit des adultes qui montent sur le bateau. L'image suivante, c'est une série de machines qui font tourner des toiles. Donc c'est des peintures à pédales, il appelle ça. Et dans l'image suivante, c'est son autoportrait à la mort taiseuse. Donc, on actionne un bras et il y a les recto verso et il y a lui vivant et puis lui après. Donc, c'est sous forme de squelette. Et dans l'image suivante, on voit un détail d'un ensemble de tableaux. Donc, le bleu là à droite, ça s'appelle qu'est-ce que ça s'appelle comment déjà le tableau, la vie du peintre. La vie du peintre, tableau interminable, c'est bien ça. Et donc, c'est une série de 9 toiles. Donc, ça, c'est un détail où on voit le peintre. Et puis, l'image suivante, c'est une superbe toile avec un cadre en marqueterie que Raoul a fabriqué, qui est magnifique. Et je ne veux jamais vendre ça, c'est trop beau. Et puis après, la dernière image, c'est donc là, c'est plus proche de ce que je fais, c'est de la gravure. Donc, ça s'appelle 4 petites chutes et c'est 10 gravures. On appelle ça la plaque perdue. Donc, ça veut dire qu'il grave, il imprime et après, il change la plaque. Donc, du coup, ce n'est pas plusieurs plaques différentes, c'est que 4 petits morceaux qui sont transformés. Du coup, c'est une série très limitée. Et puis, dans la dernière planche, il y a juste nos références. Il a été interviewé par Héctor Ramirez l'année dernière pour une émission à la radio. Voilà, donc là, il y a les sites internet. Enfin, bref, on est facile à trouver pour ceux qui veulent. Et je vais conclure en présentant les résultats de l'exposition. Je reviens au début, on boucle la boucle. Et je parlerai du catalogue. Graver le territoire là, de l'exil à Pilsen, Chicago. Donc, les co-auteurs, vous le savez, sont René Arceo, Aline, Ingrid et moi-même. Il a été publié, on vous l'a dit, en 3 langues, français, anglais, espagnol, par Arceo Press. C'est une publication collaborative qui reflète dans sa composition la grande aventure de l'art mexicain aux États-Unis, comme dans sa conception menée, comme je vous l'ai dit, par une maison de presse de gravure, Arceo Press. Nous avons été appuyés par de nombreuses institutions, comme vous pouvez le voir, que nous remercions. Le catalogue, maintenant je rentre dans la publication. Voici quelques pages, oui, on passe quelques pages le catalogue débute par une courte mais dense introduction de Carlos Tortolero, fondateur et président du National Museum of Mexican Art et figure majeure de Pilsen. Grand admirateur de la gravure, qu'il juge considéré à tort comme un art inférieur, il insiste sur l'accessibilité de la gravure pour tous. Thème, comme nous allons le voir, et nous l'avons déjà vu, récurrent. Il présente René Arceo et Aline Aymon, tous deux moteurs, nous l'avons, Ingrid vous l'a dit, de l'exposition comme du catalogue. Il les présente en ces termes, je cite, René Arceo est le promoteur de la gravure au sein de la communauté mexicaine de Chicago. Aucun graveur n'a autant contribué à élever cette forme dans la ville. Aline Aymon, quant à elle, toujours sous les
toujours sous les termes de Carlos. Aline Aymon, quant à elle, s'est distinguée en tant qu'éminente spécialiste et commentatrice de la scène artistique de Pilsen. Son enthousiasme est incroyablement contagieux. Et ça, je peux confirmer, je crois qu'Ingrid aussi. Avant de présenter, alors je vais passer au catalogue, mais avant de présenter le catalogue, je ferai une petite parenthèse. Et j'insisterai sur le caractère historique du catalogue. Je pense que c'est assez important. Ce catalogue, à mon avis, est une page de l'histoire de Chicago. Chicago, en tant que foyer d'accueil, de nombreuses vagues migratoires venant dès le 19e siècle, d'Europe centrale déjà, du sud des États-Unis, je pense aux Américains d'origine africaine qui ont fui la ségrégation, et du Mexique et d'Amérique latine. C'est aussi une page de l'histoire de Chicago, de ces grands mouvements sociaux qui se sont développés au 19e siècle, réponse à la paupérisation suite à une industrialisation rapide. C'est également une page, nous l'avons déjà évoqué, parallèle de l'histoire de la gravure et de la peinture murale mexicaine qui acquièrent leur propre identité après la Révolution mexicaine. Déjà, elle fédère la communauté, revendique des droits. Être vu par le plus grand nombre était déjà au Mexique une préoccupation majeure. Et enfin, c'est une page, et surtout, de l'histoire de la migration. C'est une page de l'histoire de la migration, pardon. Les drames se répètent, mais les réponses sont souvent propres à chaque communauté. Ce sont surtout les réponses à cette publication, l'exposition, sont les réponses de Pilsen à travers l'art, principalement la gravure et la peinture murale, que René Arceo et Aline Aymon nous présentent dans le catalogue, sous la forme de 2 articles. Ils nous montrent comment une identité s'est créée en terre étrangère. Ainsi, ce catalogue, et ça je crois que c'est très important, est avant tout une histoire inédite de Pilsen et de son art. Une histoire inédite écrite. Donc Aline et René ont écrit deux articles importants à l'intérieur de ce catalogue. Dans un siècle d'estampes mexicaines, à Chicago, René Arceo nous retrace l'histoire de la gravure de Pilsen. Et pour la première fois, je l'ai dit, cette histoire est écrite. Le texte est très riche et je ne retiendrai que quelques points clés qui m'ont semblé importants. Tout d'abord, cette histoire débute par l'arrivée à Chicago de 2 peintres, de 2 artistes importants mexicains, José Clemente Orozco, dont on vous a déjà parlé, et de Leopoldo Méndez. Leopoldo Méndez. Il a introduit à Chicago les préoccupations, l'engagement des graveurs mexicains de divers ateliers, les tous héritiers de José Guadalupe Posada, que vous connaissez à travers la Catrina, et qui a aussi créé des gravures satiriques et politiques. Ensuite, nous rentrons directement dans l'histoire de Pilsen, des graveurs de Pilsen. En 1965, Carlos Cortés, on vous en a déjà parlé, c'est une figure très importante, arrive à Chicago depuis Milwaukee. Poète et graveur, il devient une figure majeure de l'art engagé. Ses gravures exprimaient des préoccupations ou revendications sociales et devaient être à la disposition de tous. Aussi, ses œuvres étaient tirées sur un papier bon marché et distribuées dans les centres communautaires, les librairies, les restaurants, les bibliothèques, entre autres. Il a aussi, comme vous voyez ici, créé de nombreuses affiches. Étant le plus ancien du quartier de Pilsen, Cortés a servi d'exemple à plusieurs générations d'artistes. Et sous son impulsion débute dans les années 70 et 80 une réelle dynamique de l'estampe à Chicago. Le début de l'estampe, de l'âge d'or de la gravure de Pilsen est marqué par la création du Taller Mexicano de Grabado en 90. Il est composé de 7 artistes, dont Carlos Cortés, Nicolas de Jesus, René Arceo, dont vous avez entendu parler. Mais je voulais citer, mais on vous en a déjà parlé, de cette grande gravure sur bois. Je précise juste qu'elle mesurait 1 mètre sur 60 mètres, qu'elle a été gravée en utilisant un rouleau compresseur dans une rue de Pilsen. Le jour, comme on vous l'a dit, son nom est Migration, en raison de la longue tradition de migration de la ville. Bon, la date, on vous l'a dit, c'est le jour du défilé célébrant l'indépendance du Mexique, qui assurait la présence d'un large public. Diffuser et souder une communauté
est en effet la principale préoccupation des artistes graveurs, et montrer aussi ce qu'on sait faire, comme vous l'a dit Aline. En 2005, le NEACEO crée ACEO Press, qui, tout en prolongeant les engagements sociaux et politiques des artistes graveurs, dépasse les frontières de Pilsen par la création de portfolios exportables, par l'organisation d'expositions en divers endroits, et en particulier au Mexique, au Michoacán, avec qui des liens très forts se sont créés, ou en France, comme vous l'avez vu. Mais les sujets sont encore très mexicains, comme le montrent les titres des portfolios. Bestiaire et Nahual, Jour des morts, les visages de la migration, Posada, 100 ans de son héritage. Il présente d'autres institutions jouant des rôles importants dans le dynamisme artistique de Pilsen. Il cite certaines galeries, mais surtout pour finir, il se tourne vers la jeune génération qui, je cite, repousse les frontières et explore des voies originales tout en investissant des nouveaux espaces. Peut-être dans quelques années, une nouvelle page sera à écrire, mais en attendant, je passe à l'article d'Aline Aymon, qui est habité par l'art, Pilsen, faire communauté en terre nouvelle. Je vais être assez rapide parce qu'Aline déjà a présenté son point de vue. Je voulais juste dire qu'Aline retrace l'histoire sociale, dans cet article, l'histoire sociale et politique de ce quartier mexicain depuis les premières immigrations des années 20. Elle parle des conditions de travail et protestation qui, s'intensifiant, donnaient naissance à de grands mouvements urbains qui eux-mêmes renforcèrent la communauté. Le cœur de sa contribution analyse comment la peinture murale associée à un art de vivre ont créé l'identité de Pilsen. Quelques mots de ses écrits. Les peintures murales font partie intégrante des luttes sociales, ethniques et ouvrières. Elles permettent l'expression graphique de messages didactiques, politiques ou éducatifs, ainsi que la médiation de protestations. Ce sont aussi des supports de mémoire et la création d'une identité avec la présence, par exemple, de héros historiques tels qu'Emiliano Zapata. Et surtout, ce qui me semble important, très important, Aline montre comment les enjeux de la figuration sont également liés à la construction de notre ethnogénèse propre. Avec les premières peintures sur une école, un autre bâtiment de fortune, les habitants fondaient un quartier, un Mexique en grand, comme dit Aline. Et aussi, elle répète ces phrases qui lui ont dit très significatives. Aquí se ve mi raza, aquí se ve mi pueblo. Pour ceux qui ne sont pas mexicains, la race, ici on voit la race, ici on voit mon peuple. Le terme race, une petite parenthèse, n'est pas du tout le terme abusif et qui a été employé en France de façon péjorative. La raza, c'est l'identité mexicaine dans tout son orgueil, au contraire. Enfin, comme Aline le souligne, la gravure permet d'élargir un réseau au-delà des territoires que les migrants ont créés. On a vu qu'elle s'exporte. Et je reprends ces mots. La gravure brise ainsi le plafond de verre des migrants. Ensuite, après ces deux articles très importants, comme vous l'a dit Ingrid, les 59 œuvres de l'exposition sont présentées. En suivant l'organisation de l'exposition, le voyage, habiter la ville, mémoire, identité, disjonction. Mais avant, nous avons écrit une petite introduction et insisté sur certains points que les commissaires ont jugés majeurs. Un art qui relie et marque un territoire par son appropriation culturelle. Un art qui véhicule des récits porteurs de valeurs culturelles, qui dialoguent avec les affects de la communauté. Ténacité, solidarité, justice et travail sont représentés avec tendresse, doute, rage, passion, foi. Une expérience qui peut dépasser les frontières et faire écho dans d'autres communautés, montrer un visage positif de la migration. Je terminerai par une gravure de René Arceo, le papillon monarque dont vous a parlé Aline, qui survole Chicago. Ce papillon, vous savez que c'est le symbole des migrants mexicains. Et ici, ce n'est pas seulement le voyage qui est représenté, mais aussi l'âme des migrants qui aujourd'hui fait partie de Chicago. C'est leur pense, mais aussi il agit et il unit. On va passer aux questions. Si vous avez envie de poser des questions aux artistes qui viennent de loin. I would like to know if you are in contact with the school, the Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, because in Oaxaca, in Mexico, it's a very important school of engraving, and there is
a painter. I don't remember his name. He's a friend of mine, but he makes the transportation of une presse allemande to Cambodia, and there this artist he created un taller de grabado au Cambodge. Donc, elle pointait the bridge between Mexico and Asia, and would like to know if you are in contact with these people, because they are very interesting. Yeah, no, I am not, but I know some artists who are in contact with the people in Oaxaca. Oh. And as a matter of fact, one of the people is doing a he came to Paris with us, and right now he's doing a residency in the Champagne region, an art residency. Oh, okay. But he is printed in Oaxaca. Okay. And Yes. so he's a very good friend of mine, so I could talk to him. And what his name? His name is David Barista. Barista. Just wanted to know if Pilsen, the neighborhood of Pilsen, was named after Pilsen in The Bohemian Czech. Republic. Yes, it was. The first to come to Pilsen, Chicago, which is now We're the Bohemians, went yes. from the Czech Republic. Yes. Pilsen. It was a really big Czech community, Yes. and then they left, and the Mexicanos came, and now the Mexicanos are leaving. Yeah, it was a very it was Pilsen started as a Czech Bohemian enclave in the late 19th centuries, so in the 1800s. Any links now with Pilsen in the Czech Republic? And No, I don't. no links, no. No, I don't think there are any links. Unfortunately, No. It's a pity. Or is there? Creo que sí hay algunos contactos con Pilsen en Checa y todavía unas iniciativas que pueden tener lugar en Chicago. Y precisamente yo creo que René Arceau fue uno de los que hizo como un puente también de exposiciones de artistas grabadores precisamente en Checa, en la República de Checa y Chicago. Y eso es un punto también para decir, yo creo que tuvimos también el testimonio, ¿no?, de Christine, de que realmente por más anclados en su territorio, en su cultura, el grabado es un lenguaje que se comparte y que realmente es una cosa que realmente construye puentes, ¿no? Y ahí es otro ejemplo más. Bon, on va remercier cette table incroyable avec des participants aussi riches, des expériences aussi belles. Je pense qu'on a vécu vraiment ce phénomène à Pilsen, très particulier, et la gravure aussi. Parce que c'est vrai qu'en Europe aussi, la gravure avec cette histoire de... Moi, je voulais vous poser une petite question par rapport à la diffusion des images des grandes œuvres, en fait. C'est comme ça, c'est un peu comme à l'époque de l'imprimerie où ça a ouvert des portes. Donc c'est toujours une technique qui est très démocratique. Je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, il y a eu vraiment un âge d'or au XXe siècle qui s'est un peu achevé vers les années 90 avec l'arrivée d'une part de la photographie d'art et aussi une tendance contemporaine plutôt vers des formats monumentaux, donc des installations et puis aussi la vidéo, le numérique. Donc la gravure a été un peu balayée et puis aussi ces années de gloire correspondaient un peu à des très grands noms comme Picasso et Dali et Matisse. Enfin, c'était porté aussi par eux et cette période s'est achevée et tout ça a été un peu balayé. Donc il y avait les monstres sacrés qui restaient et après le marché de l'estampe est tombé par terre, littéralement. Il y avait des imprimeries partout à Paris, ils se sont toutes cassés la gueule. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 ateliers de production. Et donc, tout ça est tombé par terre. Et du coup, il y avait des machines à récupérer. Donc, des artistes comme moi, comme Raoul et plein d'autres ont récupéré ces machines et ont trouvé avec difficulté le moyen de les restaurer et de les mettre en service.
Donc le problème de la diffusion, c'est que en fait, non, la gravure, c'est plutôt dans les ateliers, dans les espaces. On invite un peu nos contacts, nos réseaux à voir notre travail, mais il n'y a pas vraiment de galerie attitrée. C'est plutôt la carrière de chaque artiste. Donc il y a quelques artistes qui sortent du lot, mais non pas en tant que graveur, en tant qu'artistes, qui font de la gravure. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'avant la gravure, c'était un peu vu à part. Il y avait la gravure, la peinture, la sculpture. Maintenant, tout est mélangé. Donc, si on est graveur, c'est pas qu'on est graveur, on est artiste, c'est tout. On fait de la gravure. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec la gravure, c'est pour ça que vraiment il y a un avenir formidable, c'est qu'on peut tout mélanger. On peut mélanger avec le numérique, on peut faire en 3 dimensions. Comme vous avez vu avec les lapins, on peut faire des choses immenses. La reproductibilité, la variété, l'expérimentation fait que c'est un art extrêmement vivant. Mais on n'a plus tellement cette casquette de graveur où si on l'a, ça fait un peu vieux jeu et on reste un peu dans des réseaux de collectionneurs qui adorent l'histoire. Et c'est bien, hein, c'est très bien. Mais voilà, c'est un très petit créneau. Hein. Donc voilà, on est obligé de sortir de cette zone un peu réservée à la gravure. Après, on peut parler de l'art populaire. Ça, c'est un autre débat qui est très délicat, hein, parce que c'est très méprisé. Et dès qu'on parle de art populaire et estampe, c'est mort. Donc nous, on est complètement marginaux pour cette raison-là. L'art populaire en France, ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne marche pas. Autant au Mexique, au Japon, aux États-Unis. C'est pour ça que c'était formidable de faire nos échanges. Je pense qu'on a pu se rendre compte à quel point la France est crispée par rapport à l'art populaire. À part les savants, paradoxalement. À part les savants. Eux, ils savent. Mais voilà, donc il vaut mieux éviter un peu ça, parce que ça fait art commercial, ça fait art bas de gamme, ça fait... Et pourtant, ce n'est pas vrai du tout, puisqu'on fabrique tout avec nos mains. C'est exactement l'inverse. Du coup, on ne joue pas du tout cette carte. Gravure, ça commence à revenir parce qu'il y a des grands noms quand même qui font de la gravure et puis il y a une noblesse. Mais c'est difficile pour nous de trouver notre créneau. C'est vraiment la problématique de l'artiste. Voilà. Mais effectivement, on peut envoyer nos gravures partout. Il y a des choses, il y a des prix, il y a des biennales, il y a des choses quand même. Et puis on enseigne, on vit en donnant nos cours. Parce qu'il y a plein d'amateurs qui adorent ça. Et franchement, je dois avouer que si ce n'était pas pour tous ces amateurs qui aiment la gravure, on ne serait pas là. Hein. On est obligé de transmettre, et ce qu'on fait avec joie, pour survivre, parce qu'on ne vend pas assez. Bonsoir, je voulais juste rajouter qu'il y a quand même des galeries historiques, comme la Galerie Mag, les ateliers de Montparnasse, qui sont des institutions qui continuent à développer la gravure. On a vu qu'à la mort de David Lynch, on a mis en valeur tout son travail d'artiste en tant que graveur. Et comme vous le signaliez tout à l'heure, l'enseignement de la gravure dans les ateliers des Beaux-Arts de Paris, par exemple, hein, entre autres, permet d'introduire de nouveaux imaginaires, des imaginaires qui associent d'autres pratiques comme la peinture proprement dite, vous parlez de numérique, de la sérigraphie, etc. Et donc ces pratiques plurielles ouvrent des portes et mettent en valeur l'importance de la gravure. Dans le côté politique, tu l'as signalé tout à l'heure, Grecia, c'est le fait de rendre accessible, et plusieurs artistes sont engagés pour que les œuvres ne soient pas uniquement dans les musées ou chez les collectionneurs, mais plutôt dans des maisons où on peut voir certaines œuvres. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, en fait. Oui. Parce que c'est triste d'imaginer qu'une œuvre, il y a juste un exemplaire chez quelqu'un. Il y a un côté un peu bizarre. Donc nous, on adore cette notion de diffusion qui rejoint un peu la presse aussi.
la culture. Les graphistes. C'est ça, le graphiste, c'est ça. Mais la difficulté, vraiment, si on rentre dans le cœur du sujet, c'est que l'estampe, ça ne se vend pas trop cher, donc ce n'est pas intéressant pour les galeries. Donc, si on est célèbre comme David Lynch, bon, ok, mais ou Françoise Petrovitch, il y a des gens qui sont très célèbres, mais sinon, si on n'est pas célèbre, on n'a pas le muscle qu'il faut. Et de toute façon, une gravure, même quelqu'un comme William Kentridge, moi je connais bien le cas de William Kentridge, mais ce n'est pas la France, William Kentridge, c'est une autre économie. Je connais parce que je connais son éditeur et je connais des gens qui ont travaillé avec lui et je ne l'ai pas rencontré, mais je connais bien ce cas-là. Là, c'est quand même l'Afrique du Sud, c'est New York, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que les gravures, les éditions de William Kentridge valent très très cher. Mais en France, ce n'est pas le cas. Il y a quelques graveurs qui sont quand même très connus. Mais le problème avec la gravure, c'est justement l'inverse de ce que vous dites. Donc, tout ce qui est positif pour nous est négatif pour les galeries. Parce qu'une gravure qui se vendrait même 500 €, qui est un prix quand même assez bien, ça ne suffit pas pour payer le loyer à Paris. Ça ne suffit pas. Il faut que les œuvres valent plusieurs milliers d'euros. Parce que sinon, ils ne payent pas leur loyer, ils ne payent pas leur... Donc, ils préfèrent vendre une œuvre 50 000 €, et ça, ils arrivent très bien, parce qu'il y a des collectionneurs, il y a tout un tas de réseaux, que se fatiguer à vendre une gravure de 100 €, parce qu'il faut recueillir, il faut expliquer, et on regarde la numérotation, nanana, après il faut emballer. C'est beaucoup de travail, en fait, c'est beaucoup de manutention que nous faisons avec joie, et qu'autrefois les gens étaient moins dans ce marché mondial et ils vivaient plus modestement et puis ils vendaient, c'est comme un peu la boulangerie quoi, ils vendaient beaucoup et puis les gens passaient beaucoup. Maintenant c'est plus du tout comme ça, une galerie, on prend rendez-vous avec le collectionneur et en un coup c'est 50 000 ou 150 ou plutôt plus, et là ça marche. Donc la gravure a ce défaut par rapport à la diffusion un peu, disons, officielle dans le marché de l'art, ça ne vaut pas assez cher. Donc, culturellement, ça vaut énormément, évidemment. Et puis, je dirais, dans l'art contemporain, il y a une recherche, on apprécie. Mais après, il faut sortir du lot. Il faut valoir de l'argent, quoi. Donc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais en tout cas, nous, Raoul, il fait des pièces uniques, comme vous voyez, des pièces magnifiques. Moi, je commence un petit peu à aller dans cette direction-là. Mais la gravure, ça m'apporte tellement que je ne vais pas arrêter, c'est sûr. Voilà. Puis, comme je disais, on enseigne, donc on s'en sort quand même.